Si vous étiez kidnappé et forcé à participer à un tournoi de jeu de la mort, où vous pourriez gagner une chaîne YouTube contenant plus de 115 millions d'abonnés, que feriez-vous? Personne ne viendra vous sauver. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le jeu de la mort du YouTuber dans The Octogames. Ces participants vont regretter d'être venus ici. Ils ont tous été invités à participer à un tournoi organisé par un célèbre YouTuber nommé JaxPro et ils sont excités à l'idée de faire partie de sa nouvelle vidéo. Mais il y a quelque chose d'étrange. Le studio dans lequel ils se trouvent est loin de toute ville et personne n'a été informé du prix à gagner. Soudain, le YouTuber apparaît à l'écran et les accueille aux Octogames, où ils vont s'affronter dans 8 jeux. Et seules 8 personnes pourront passer au tour suivant. C'est comme le jeu du calamar qu'on joue à la maison. Mais il y a un hic. Il annonce qu'il se retirera après le tournoi. Mais celui qui gagnera héritera de la chaîne YouTube entière de JaxPro avec un accès complet à ses sponsors et à ses 115 millions de followers. Les joueurs ne peuvent pas croire ce qu'ils entendent et ils sont déterminés à gagner alors qu'on leur présente le premier défi. Ils vont jouer au jeu Jacques a dit, où le groupe doit suivre chaque directive qui commence par la phrase Jacques a dit. Mais s'ils obéissent à un ordre qui n'est pas précédé de cette phrase, alors ils seront éliminés. Le YouTuber leur souhaite bonne chance et arrête la diffusion. C'est alors qu'un homme portant un costume de renard leur fait signe. Amusés, les participants trouvent ça drôle, mais ils ne se doutent pas que ça va se transformer en un piège mortel. En commençant le jeu, ce membre du personnel dit aux joueurs « Jacques a dit de taper dans vos mains une fois ». Ils obéissent tous, alors il continue à donner des instructions. Mais ensuite, il leur joue un tour. Il leur ordonne de mettre les mains sur la tête sans mentionner Jacques a dit. Et ce type se plante. Il est la première personne à être éliminée et s'éloigne du groupe. Frustré d'avoir perdu, l'homme s'approche du renard et lui serre la main. Mais soudain, le type sort une masse et fait tomber le perdant au sol. Les autres sont horrifiés de voir son visage se faire fracasser, ce qui fait qu'il y a déjà une victime et qu'il en reste 14. C'est terrifiant, et le garde les prévient que quiconque tentant de s'échapper sera éliminé. Mais cette femme n'en a rien à faire. Elle tente de courir vers la sortie et elle est abattue, ce qui fait 2 victimes à terre et il en reste 13. Les créateurs du jeu ont mis en place un sniper pour punir quiconque désobéirait. Et bientôt, ils passeront par 7 autres jeux d'enfants mortels pour trouver l'échappatoire. Soudain, JaxPro réapparaît à la télévision, leur rappelant qu'il a prévenu les joueurs de ne pas désobéir aux règles. Mais cette femme fait remarquer qu'on ne leur a jamais dit qu'il s'agissait d'un jeu mortel. Et c'est alors que le sniper l'abat. Et ça fait 3 victimes de moins, et il en reste 12. En continuant le jeu, le garde demande aux joueurs de se tenir sur un pied, mais ils sont terrifiés par les conséquences. Aucun d'entre eux ne veut mourir. Et c'est là que Maxine réalise que le gars qui est à côté d'elle est appuyé contre le mur. Il triche et n'a pas été puni. Mais avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, cet homme perd l'équilibre en posant son pied sur le sol. Les gardes n'ont aucune pitié et il est abattu, ce qui fait 4 victimes à terre et il en reste 11. Ok, c'est insensé. Imaginez que vous êtes invité par le plus grand youtubeur du monde, qui est connu pour avoir donné des prix énormes en liquide, pour découvrir que c'est en fait un psychopathe complet qui traite votre mort comme si ce n'était rien. Ce qui rend la chose encore plus effrayante, c'est que seul le gagnant sera autorisé à vivre, ce qui signifie que nous devons nous assurer de battre tous les jeux, sinon nous allons mourir. La bonne nouvelle, c'est que nous avons une réelle chance de gagner, parce que les autres participants sont tous des influenceurs qui sont tout aussi mal préparés que nous. Si j'étais cette femme, Carrie, je commencerais déjà à observer la concurrence et à décider qui je veux aider à passer à l'étape suivante, et qui doit partir parce qu'il représente une réelle menace. Comme Jacques a dit est la première épreuve, il est probable que les autres jeux soient aussi basés sur des jeux classiques de l'enfance, ce qui signifie que l'agilité est un avantage énorme ici, et que nous avons de bien meilleures chances si toutes les personnes jeunes et en forme étaient éliminées dès maintenant. Je ferai semblant d'être utile, et je crierai à ceux qui ont l'air les plus forts qu'il est plus facile de se concentrer et de garder l'équilibre s'ils ferment les yeux pour éliminer toute distraction. En réalité, c'est tout le contraire. Le fait d'avoir une vision nous aide à maintenir l'équilibre, parce que nos yeux jugent continuellement où se trouve notre corps par rapport à l'horizon et au sol. Quand une personne ferme les yeux, elle perd ses informations visuelles, et il devient beaucoup plus difficile de rester debout. C'est un peu triste de l'admettre, mais le fait d'être un de ces influenceurs signifie que nos concurrents sont probablement superficiels, sensibles à la flatterie et manquent de beaucoup de compétences dans le monde réel. Il est donc fort probable qu'ils se laisseront prendre à notre ruse. Au-delà de la première partie, pour le reste de la compétition, nous aurons également besoin d'une stratégie pour obtenir un avantage à long terme, à partir du costume ridicule de l'exécuteur et le fait qu'il y a des caméras et des gardes armés qui surveillent tout le monde, sans oublier qu'on a laissé Stéphane tricher ici. Ça nous indique que le maître du jeu privilégie le divertissement avant tout. Comme dans n'importe quelle émission de télé-réalité, ils voudront que leurs personnages les plus divertissants aillent loin pour garder les choses intéressantes pendant toute la compétition. Il semble que Stéphane soit déjà le méchant préféré du maître du jeu et qu'il fermera les yeux sur sa tricherie tant qu'il continuera à offrir des moments palpitants grâce à son instinct de coupeur de gorge. Carrie devrait immédiatement commencer à le dénigrer en jouant un personnage impertinent mais qui est juste dégoûté par Stéphane.
Puisqu'elle a plutôt un joli visage, se positionner comme la némésis du méchant tricheur ne fera que la renforcer aux yeux du maître du jeu comme l'héroïne qu'il aimerait que ses partisans voient gagner les Octogames. Pour continuer, le garde leur ordonne: Jack a dit de retenir votre respiration en vous tenant sur un seul pied. Mais il commence à fatiguer et la situation devient tendue. C'est trop pour certains d'entre eux, et cette fille perd l'équilibre. Le sniper lui tire dessus en guise de punition et elle tombe par terre, morte. C'est alors que cet homme cesse de retenir sa respiration, et il est le prochain à se faire tirer dessus. Puis une autre femme tente de s'enfuir, mais le renard la rattrape rapidement et la frappe brutalement au visage, ce qui fait 7 victimes, et il en reste 8. Réapparaissant à l'écran, Jax Pro annonce que le premier jeu est terminé et il leur demande de s'approcher de la caméra pour se présenter au public. Sinon, ils seront abattus. Il est clair qu'ils ne rentreront pas chez eux de sitôt et ils suivent à contre-cœur les instructions du maître du jeu. Mais un seul de ces joueurs s'en sortira vivant. Les gardes les emmènent dans un genre de dortoir où ils se changent en uniforme assorti et ont une chance de se détendre après tout ce dont ils ont été témoins. En fouillant dans son pantalon, le vieil homme Walter trouve de l'argent et il le cache rapidement dans sa poche au moment où un garde lui demande de lui remettre ses vieux vêtements. Walter pense déjà à gagner, mais il va bientôt découvrir qu'une poignée de dollars ne peut pas tout résoudre. Dans une autre partie de la pièce, Carrie est encore en train d'accepter qu'ils sont piégés dans un jeu de la mort quand elle entend quelqu'un pleurer. Elle s'approche d'une autre joueuse et la réconforte avec une autre, en leur suggérant de travailler toutes les trois ensemble. C'est leur meilleure chance de survivre. Mais cette femme, Ruth, les interrompt. Elle se moque d'elle en disant qu'il était évident qu'une occasion unique dans une vie comme celle-ci allait être brutale, et elle leur souhaite sarcastiquement bonne chance. Dans une autre partie de la pièce, le vieil homme s'approche de Stephen et lui suggère de travailler avec lui, en insistant sur le fait qu'ils peuvent facilement se montrer plus malins que les autres. En montrant le groupe de femmes, il promet aux joueurs qu'il peut les inciter à baisser leur garde. Stephen n'est pas sûr de vouloir le croire, mais il décide de s'associer avec le gars, sachant que la sécurité est dans le nombre. Plus tard, le groupe est emmené au deuxième jeu où Jax Pro révèle qu'ils vont jouer à la marelle, et il explique les règles. Chaque participant tire un numéro pour décider dans quel ordre ils vont sauter sur les cases. Mais il y a un piège. Quand le plateau deviendra rouge, un son sera émis, et ils devront s'arrêter jusqu'à ce qu'ils redeviennent verts. S'ils ne le font pas, ils seront éliminés, et le défi se terminera dès que quelqu'un aura été éliminé. AJ ici est le premier à partir, et il traverse facilement le parcours à travers le plateau, ce qui fait qu'il va pouvoir passer au troisième jeu en évitant l'exécution. La personne suivante à partir est Jess, et elle commence à faire le défi. Mais quand les lumières deviennent rouges, le vieil homme remarque que son partenaire siffle. C'est étrange, mais bientôt, il va découvrir que Stephen sait exactement comment battre ce jeu de la mort. La femme saute sur le plateau et atteint l'autre côté. C'est alors que le vieil homme s'approche de Carrie et lui demande s'ils peuvent échanger leurs numéros. Il est clairement en train de préparer quelque chose, mais sans aucune idée de ce qu'il planifie, elle accepte son offre. Le prochain joueur est appelé à l'avant, et une fille commence à sauter à travers le plateau. Mais soudain, les lumières deviennent rouges. Elle lutte pour garder son équilibre, et comme les autres attendent de voir ce qui se passe, Stephen ici siffle. Il a reproduit le son des lumières changeantes, et la femme saute sur les prochaines cases avant que ce soit passé au vert. Elle vient de faire sa plus grosse erreur, et elle regarde en arrière pour voir le renard s'approcher d'elle avant de la faire tomber à terre. Les autres sont horrifiés pendant qu'il frappe la femme, et Carrie le supplie d'arrêter en insistant sur le fait que c'est un foutu sadique. Furieux, le bourreau s'approche de Carrie et balance son pied de biche directement dans sa jambe. C'est une réponse brutale, et l'homme continue de punir la joueuse éliminée en enfonçant son arme directement dans son corps. Ça fait 8 victimes, et il en reste 7. Ok, la jambe de Carrie va être douloureuse pendant un moment. Mais c'est en fait une énorme victoire pour elle. Non seulement elle a survécu au deuxième jeu, mais la façon dont il s'est déroulé lui a donné toutes les informations dont elle a besoin pour battre les autres et survivre. La première chose qu'elle aurait dû remarquer, c'est que le garde n'a rien dit lorsque Stephen a trompé la femme en sifflant et en l'envoyant à la mort. Ça signifie que si Jax Pro ne dit pas qu'une action est contre les règles, tout est permis. Puisque Carrie ne peut pas rivaliser avec un joueur impitoyable comme Stephen, ou un expert en fitness comme Jess dans un défi physique, sa meilleure chance serait de jouer en fraudant, pour éliminer sa plus dure concurrence. Si c'était moi à la place de Carrie, j'utiliserais ce temps mort dans le dortoir pour saboter les chances des autres. Et Walter serait le cobaye parfait, pour tester jusqu'où nous pouvons contourner les règles. Ce vieil homme est déjà louche et joue sur les deux tableaux. Si je lui demande de s'attaquer à Stephen pendant qu'il se repose dans le dortoir, il peut soit le faire et prouver sa loyauté et s'exposer comme un traître. Je demanderai à Walter de fouiller dans les fournitures des premiers soins et de trouver quelque chose qui puisse gêner Stephen lors du prochain jeu, pour espérer l'éliminer de la compétition. Comme Stephen aime méditer les yeux fermés, ça donne à Walter la possibilité de mettre un laxatif dans son verre ou de mettre des aiguilles dans ses chaussures, s'il peut s'en procurer. Bien que nous ne sachions pas si le renard le permettra, nous nous sommes déjà couverts en faisant faire à Walter le sale boulot pour faire ses preuves. Si le renard poignarde et tue Walter, nous n'aurons perdu qu'une personne à qui on ne pouvait pas faire confiance de toute façon. En plus, nous sommes
7 et il reste 6 parties à jouer. Ce qui nous indique que le maître du jeu ne peut se permettre de perdre qu'une seule personne par partie, s'il veut réaliser sa vision d'avoir des Octogames complets avec 8 parties. Si Carrie avait regardé comment le maître du jeu a géré le jeu de la marelle, elle aurait réalisé que tout le monde n'a pas besoin de terminer chaque défi. Après que cette femme ait échoué et ait été tuée, tous les autres ont avancé automatiquement, même les concurrents qui n'ont pas joué à la marelle. Du coup, la meilleure stratégie pour les jeux à venir devrait être de passer en dernier quand c'est possible, en allant directement à la fin de la file d'attente, ou alors en se portant volontaire pour rester en arrière. Ça donne à tous les autres une chance d'échouer au jeu avant même d'avoir à perdre de l'énergie à concourir. Nous n'avons aucune idée si les autres concurrents sont dignes de confiance, et ces deux hommes ont déjà prouvé qu'ils ne sont pas honnêtes. Il est donc fort probable que le défi ou l'interférence de concurrents complices fera échouer les concurrents avant même que la dernière personne de la file n'ait besoin de participer. Plus tard, il retourne au dortoir et Maxine avertit son ami de ne jamais se disputer avec un membre du personnel. Quand le vieil homme s'approche d'elle, Walter révèle qu'il a échangé son numéro avec Carrie pour faire croire à Stephen qu'il gagnait leur confiance afin de les trahir plus tard. En réalité, le vieil homme veut leur aide pour éliminer Stephen, et les femmes décident de faire équipe en espérant que ce ne sera pas une erreur. Dans une autre partie de la pièce, Ruth tente de séduire Stephen pendant qu'il médite, et l'homme s'éloigne. Elle essaie de le convaincre de travailler ensemble. Il est clair qu'elle n'est pas son type, et il menace de la frapper si elle n'arrête pas. Mais la femme le nargue en pensant qu'il n'oserait pas. Soudain, il lui prouve qu'elle a tort et la frappe au sol, avant de prévenir les autres de le laisser tranquille. Plus tard, AJ l'aide à soigner son nez en sang, et Ruth s'éloigne alors qu'il se présente aux femmes. Il est clair qu'il a bon cœur, mais c'est alors que les gardes annoncent que la troisième partie va bientôt commencer. Ça prend les concurrents par surprise, et l'homme leur suggère de travailler ensemble pour trouver un moyen de sortir d'ici. Les participants ont les yeux bandés et sont amenés au milieu des bois. Apparaissant sur un écran, le youtubeur leur demande d'enlever leur bandeau et les accueille pour le prochain jeu appelé course d'obstacles. Contrairement aux autres, ce défi est complètement optionnel. Si un joueur arrive à la fin en moins d'une minute, alors il peut rentrer chez lui, mais il perd le prix. Désespérée de s'échapper, Jess ici se porte volontaire pour aller en premier, et elle marche vers une course d'obstacles gonflable. Dès que le chronomètre commence, la femme se précipite à l'intérieur et grimpe sur un mur, mais elle est horrifiée quand elle voit que quelqu'un d'autre est déjà là. Le renard rampe hors du tunnel et il va faire tout ce qu'il faut pour l'empêcher d'atteindre la fin. Jess ne peut plus faire demi-tour, et elle court à travers le parcours avec le bourreau à ses trousses. Il parvient à s'accrocher à la femme et à ramper jusqu'à elle, mais au moment où il est sur le point de l'étrangler, Jess lui donne un coup entre les jambes, ce qui lui permet de se libérer de sa prise. La joueuse sprinte à travers le reste du parcours et arrive à la fin, soulagée. Les autres la félicitent, mais soudain, elle est abattue. Le sniper explique qu'elle a dépassé le temps imparti et elle a été punie pour avoir échoué, ce qui fait 9 victimes et il en reste 6. Le groupe est terrifié, mais Carrie se porte volontaire pour être la suivante. Et même si son amie insiste sur le fait que c'est une mauvaise idée, elle se dirige tout de même vers la course d'obstacles gonflables. La femme sait ce qui est en jeu, mais juste au moment où le garde est sur le point de déclencher le chronomètre, elle change d'avis et fond en larmes. Carrie réalise qu'elle a plus à gagner en allant au bout des Octogames, et elle retourne dans le rang. C'est alors que Jax Pro apparaît à l'écran pour annoncer que le défi est terminé et qu'ils vont bientôt jouer au 4e jeu. Cette nuit-là, les concurrents se reposent tous quand AJ se réveille et se faufile jusqu'au sac de couchage de Carrie. Il lui dit qu'ils doivent trouver un moyen de s'échapper maintenant, mais elle lui fait remarquer que le renard fait le guet. Le joueur révèle qu'il n'a pas bougé depuis 2 heures, donc il est probablement endormi. Mais la femme sait que quelque chose ne va pas et elle insiste pour qu'AJ s'assure qu'il n'est pas réveillé. À contre-cœur, le joueur s'approche de l'homme et agite une main devant ses yeux. Le garde ne réagit pas, alors le joueur essaie de prendre le marteau. Mais soudain, le renard l'arrête. Il était réveillé depuis tout ce temps, et AJ retourne rapidement dans son sac de couchage, comprenant qu'ils sont piégés ici. Ok, ces lâches ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ils ont laissé une énorme opportunité leur échapper. Comme nous l'avons déjà compris plus tôt, le maître du jeu ne peut se permettre de tuer qu'un seul concurrent par jeu. Jess ici présente a déjà été tuée au jeu de la course d'obstacles, ce qui signifie que les gardes seront réticents à faire échouer quelqu'un d'autre pendant ce tour. En plus de ça, le concurrent aurait dû regarder plus attentivement le costume du renard. Les trous pour ses yeux sont minuscules et flanqués du gros museau blanc du masque, ce qui signifie que sa vision est extrêmement limitée. L'ensemble du costume est également une grenouillère qui s'étend sur ses pieds, ce qui limite son amplitude de mouvement et sa vitesse. Et pour aggraver les choses, il porte une lourde clé à molette et a déjà subi un tour complet de poursuite autour de Jess. Il est logique que le renard soit maintenant épuisé, qu'il est trop chaud et qu'il puisse à peine respirer dans son costume sous le soleil brûlant. Avec tous ces facteurs combinés, ça devient un risque très valable de tenter la course d'obstacles pour gagner notre liberté, parce qu'il sera beaucoup plus facile de courir avec ce poilu fatigué à nos trousses que d'affronter les autres et de gagner 5 autres parties. Cette nuit-là représente également une autre opportunité manquée, où le groupe n'a pas réussi à s'échapper malgré qu'ils auraient pu le faire.
Les 2 gardes armés ne sont pas dans la pièce la nuit, et il n'y a pas de caméra qui les surveille. Ils n'auront à s'inquiéter que du renard, qui est largement limité dans ses mouvements par son costume. Ça signifie que même si Stephen n'est pas digne de confiance, ils seront 5 contre un seul renard. C'est le meilleur moment pour frapper avant que leur nombre ne diminue encore plus après d'autres jeux. De la façon dont se tient le renard, au moins un sac de couchage est dans son angle mort, complètement derrière lui. Si le joueur de ce sac de couchage se faufile par derrière et saisit sa masse, il n'aura pas la mobilité ou la vision nécessaire pour réagir à temps. Une fois désarmé, les autres pourront charger pour le maîtriser. Si les concurrents fourrent le corps inconscient du renard dans un de ses sacs de couchage vides, AJ ici peut enfiler le costume et rester au milieu de la pièce comme si rien ne s'était passé. En attendant quelques heures, les gardes reviendront et déverrouilleront la porte le lendemain matin, et les concurrents seront bien préparés pour une embuscade. Si Ruth et Maxine font ici semblant de se battre, les gardes s'approcheront d'elles pour les menacer et les obliger à se soumettre. Pendant cette distraction, AJ peut les assommer par derrière avec la masse. Le groupe pourra alors fouiller leurs poches pour trouver des clés ou des télécommandes de l'installation. Les concurrents auront alors une porte ouverte, les clés de la pièce et 2 fusils, ce qui est plus que suffisant pour tenter de s'échapper. Le lendemain matin, le groupe est emmené dans cette pièce où le youtubeur révèle qu'ils vont jouer aux chaises musicales. Il explique les règles. Les joueurs doivent marcher en cercle pendant que la musique joue, mais dès qu'elle s'arrêtera, ils devront s'asseoir sur une chaise. La première personne qui ne le fait pas sera éliminée, et les autres continueront à jouer jusqu'à ce qu'un gagnant soit désigné. Mais il y a encore une chose qu'ils doivent savoir. Celui qui gagnera ce jeu recevra $1 million. Et sur ce, ils prennent leur position. Le jeu commence et le groupe tourne autour des chaises avec la musique, prêt à s'asseoir dès que possible. Malheureusement, la chanson s'arrête et ils se précipitent tous sur l'un des sièges. AJ se bat avec Ruth pour une chaise, mais elle réussit à le repousser. Terrifié, il essaie à nouveau de s'asseoir, mais la femme le frappe dans les yeux et le renard entre dans la pièce. Il se dirige vers l'homme et le traîne rapidement hors de l'arène. C'est terrifiant. Avec AJ retiré du jeu, le garde ordonne à tous les autres de se lever. Après qu'une chaise a été retirée, le groupe recommence à jouer et le groupe fait un autre tour. Cette fois-ci, quand la musique s'arrête, Walter se bat presque pour un siège, mais il y renonce, se laissant éliminer pour le bien de Carrie. Avec le vieil homme escorté hors de l'arène et une autre chaise retirée, les autres continuent à jouer. Au tour suivant, Maxine est poussée d'un siège et elle est la prochaine personne à être éliminée du jeu. Il ne reste plus que 2 sièges, et les concurrents continuent à jouer, mais cette fois-ci, Carrie rate sa chance de s'asseoir. Le renard l'escorte hors de l'arène et l'emmène dans une pièce où tous les autres perdants l'attendent. Aucun d'entre eux n'a été blessé. Mais c'est alors que Jax Pro apparaît à la télévision, annonçant qu'au cours de ce round final, celui qui perdra sera exécuté. Dans l'autre pièce, les derniers joueurs font le tour de la chaise. Et quand la musique s'arrête, la femme s'assoit en premier. Mais soudain, Stephen l'étrangle par derrière. Les autres sont horrifiés de le voir commencer à la frapper brutalement. Et Walter utilise cette opportunité pour les convaincre. Ils doivent arrêter Stephen avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont totalement d'accord pour éliminer l'homme. Et dès qu'il entre dans la pièce, il sait déjà ce qu'il planifie. Pendant ce temps, Ruth se réveille et voit Jax Pro debout devant elle. Confuse, elle demande ce qui se passe et l'homme lui révèle qu'il veut qu'elle rende le jeu plus intéressant. L'homme lui propose de faire office de garde pour le reste du tournoi et d'interférer avec les joueurs, mais elle ne lui fait pas confiance. Suspicieuse, Ruth lui demande s'il va la tuer, mais il lui promet de la libérer après la compétition et de lui verser $2 millions. C'est une offre qu'elle accepte avec joie, et la femme a hâte de pouvoir prendre sa revanche. De retour au dortoir, Walter rencontre Stephen et lui dit que les autres pensent qu'il est de leur côté. Mais l'homme ne le croit pas. Saisissant le vieil homme, il lui fait comprendre qu'il tuera Walter s'il tente de le trahir, et il s'en va. Les autres observent leur interaction en se demandant s'ils peuvent faire confiance au vieil homme. Et Carrie craque. Elle ne peut pas supporter de savoir qu'ils vont tous mourir, et elle regrette d'avoir rejoint la compétition. C'est alors qu'une nouvelle gardienne entre dans la pièce et leur ordonne de mettre leur bandeau pour se préparer au prochain jeu. Les autres ne la reconnaissent pas, et pendant qu'ils obéissent à ses ordres, le vieil homme remet de l'argent au renard. Walter a passé un accord avec lui pour l'aider pendant le jeu, mais cet accord ne le protégera pas éternellement. Ok, c'est terrifiant. Chacun d'entre nous aurait pu être sauvagement assassiné pour quelque chose d'aussi débile que des chaises musicales. Si j'étais à la place de Carrie, vous pouvez être sûr que je ne marcherais pas normalement à un rythme aussi tranquille. En fait, je suis déjà dans la meilleure position possible ici, entre AJ et Maxine, probablement les 2 concurrents les moins compétitifs qui restent dans le jeu. Pour améliorer encore mes chances, je garderai les 2 bras tendus de chaque côté de moi pour qu'ils restent à l'écart et avoir le plus d'espace possible pour travailler. Entre les 2, Maxine est moins forte physiquement et plus susceptible de me céder. Par conséquent, je resterai également plus proche de Maxine que d'AJ, au cas où j'aurais besoin de maîtriser la personne la plus proche pour obtenir une chaise quand la musique s'arrêtera. Au lieu de marcher à un rythme régulier, j'attendrai toujours que la personne devant moi dépasse la chaise suivante. Ensuite, je m'élancerai en avant de ralentir à nouveau et de bloquer la chaise de la personne derrière moi avec mon corps. Et en attendant que la personne devant moi dépasse la chaise suivante encore. Si tout le monde marche normalement, cette technique devrait facilement nous faire gagner le jeu des chaises musicales, même si nous ne sommes pas la personne la plus lourde ou la plus forte. C'est ici que tous les participants devraient abandonner leurs illusions qu'il y a un prix à gagner ici. Jax Pro a apparemment changé les règles à mi-chemin du jeu des chaises musicales. Au lieu d'exécuter AJ qui a perdu, il prétend avoir tué Ruth qui a atteint les 2 dernières places.
Cet homme fait clairement tout pour son propre divertissement, et il n'honore pas l'intérêt de la compétition. Rien ne garantit que ce tricheur ira jusqu'au bout de sa promesse de se retirer et de laisser sa chaîne au gagnant. Nous devrions utiliser cette logique pour faire basculer Stephen de notre côté. En jouant sur sa soif de sang, nous pourrions monter Stephen contre Jax Pro en soulignant comment AJ a été épargné sans raison, alors que Stephen l'avait battu aux chaises musicales et que le maître du jeu le privera de tout gain de la même manière. Nous devrions expliquer à Stephen que même s'il gagne, le maître du jeu prévoit de poster sur sa chaîne les images des Octogames montrant une mort réelle. Ça enfreint les conditions d'utilisation de la plateforme de la pire façon possible, et la chaîne entière sera immédiatement fermée, même si le gagnant en hérite. Tout le monde a intérêt à travailler ensemble pour s'échapper, plutôt que d'exploiter la gloire d'avoir survécu à ces Snuff Games. Si nous promettons de présenter Stephen comme le héros qui a rallié tout le monde pour s'échapper une fois que nous sommes sortis, cette perception héroïque donnera un coup de pouce à sa carrière de conférencier motivateur, bien plus que d'être catalogué comme le survivant impitoyable et criminel qui a poignardé tout le monde dans le dos pour gagner. Plus tard, les joueurs sont emmenés dans une maison et alors que AJ commence à faire des plans pour s'échapper avec les autres, Stephen se rend compte que la nouvelle gardienne est Ruth. Apparaissant à l'écran, le maître du jeu explique que le prochain défi est le jeu de cache-cache. Les joueurs ont 1 minute pour trouver un endroit où se cacher. Et après ça, le renard les traquera. La première personne trouvée sera éliminée et le jeu prendra fin. Ceci étant expliqué, le garde commence le décompte de 60 secondes et le groupe se répand rapidement dans la maison. AJ se glisse dans une fente derrière un lit, tandis que le vieil homme se réfugie dans un placard. Dans les autres pièces, Carrie se glisse derrière un fauteuil en osier, mais son ami n'arrive pas à trouver un bon endroit. Et pour ne rien arranger, le temps presse. Elle décide de chercher un autre endroit où se cacher, mais ne se doute pas que ça sera sa plus grosse erreur. Pendant ce temps, Stephen se bat pour trouver un endroit où il ne sera pas trouvé. Mais il n'y a plus beaucoup de cachettes. Il est obligé de se réfugier derrière un canapé, et le renard n'est qu'à quelques mètres, attendant l'occasion de les traquer. Dans la chambre, Maxine envisage de se faufiler dans la fente derrière le lit avec AJ. Mais Walter insiste pour qu'elle le rejoigne avant que le temps ne soit écoulé. N'ayant pas d'autre choix, elle se précipite dans le placard, remerciant le vieil homme de l'avoir aidé. Et le renard commence sa chasse. Prenant un couteau, il cherche les joueurs et entre dans la pièce où Carrie se cache, vérifiant chaque meuble. Remarquant le fauteuil en osier dans le coin, il s'approche de la cachette, mais au même moment, Stephen heurte une table. Le bruit de la lampe qui tremble alerte le renard, et il se précipite rapidement pour trouver celui qui a fait ce bruit. Mais il ne remarque pas l'homme derrière le canapé. Le tueur n'étant plus dans la pièce, Carrie se lève et en profite pour essayer de s'échapper par la fenêtre. En la déverrouillant, elle commence à sortir du bâtiment lorsqu'un gardien arrive en courant avec une arme, et il lui demande de s'arrêter, mais il ne lui tire pas dessus. Dans le salon, Stephen décide de s'enfuir et traverse la maison en courant. Se dirigeant vers la chambre, il entre rapidement dans le placard et se cache avec les autres. Ils peuvent entendre le renard entrer, à la recherche des concurrents. Et Stephen fait signe au vieil homme de trahir Maxine, sachant qu'il sera tué s'il ne le fait pas. Walter attrape soudain la jeune femme et la pousse hors du placard. Les hommes viennent de la sacrifier comme appât, et le tueur vient de repérer la jeune femme. Posant son couteau, il la soulève et jette la joueuse sur le lit. Maxine appelle rapidement son amie à l'aide, et réalisant qu'elle est en danger, Carrie sort de la pièce en courant. Elle est déterminée à sauver la femme, mais il est trop tard. La joueuse arrive et voit son amie se faire assassiner, et elle ne peut rien faire pour la ramener. Ça fait 10 victimes de moins, et il en reste 5. C'est alors que Walter sort du placard et que Carrie exige de savoir comment son amie a pu être assassinée. Le vieil homme ment, disant que Stephen a jeté la femme dehors, et le gars prend le blâme. Il s'éloigne dans l'autre pièce, où il confronte la nouvelle gardienne et révèle qu'il sait que c'est Ruth. Mais la femme s'en moque. Elle promet de le faire perdre, et fera tout ce qu'il faut pour se venger. Ok, c'était pas du tout un jeu de cache-cache, mais plutôt un jeu de qui peut faire tuer un autre joueur le plus rapidement possible. La maison étant minuscule, il n'y a aucun endroit où se cacher, puisqu'il n'y a que des portes non verrouillées et des meubles faciles à déplacer pour se faufiler. C'est essentiellement un jeu de hasard, si vous le laissez se dérouler comme prévu. Une fois le jeu lancé, le renard se rend dans une pièce au hasard et trouve presque instantanément toute personne assez malchanceuse pour se trouver dans cette pièce. Notre meilleure chance de survie ici est de prendre le contrôle et de s'assurer qu'un autre concurrent est en vue dans la pièce de départ au moment où le renard ouvrira ses yeux. Si j'étais Carrie, je reconnaîtrais l'importance de me garder en vie ainsi que Maxine et AJ pendant ce jeu. Si mon trio d'alliance arrive au prochain tour, nous sommes pratiquement assurés de passer en demi-finale, parce que nous pouvons simplement nous liguer contre les autres participants au prochain jeu. Je ne prendrais même pas la peine d'essayer de me camoufler derrière un fauteuil en osier. Au moment où le maître du jeu lance le compte à rebours, j'attrape un de ses chandeliers et j'assomme Stephen. Le reste d'entre nous peut alors se faufiler dans n'importe quelle autre pièce de la maison. Tant que Stephen reste inconscient dans la pièce principale pendant les 60 secondes du compte à rebours, il sera la première personne que le renard repérera et qu'il tuera quand il commencera à chercher. Même si le crâne épais de Stephen le garde conscient et fait échouer ce plan, Carrie a encore un autre atout dans sa manche qu'elle pourrait utiliser. Ce garde masculin n'est pas aussi assoiffé de sang que Ruth ou le maître du jeu. Il a déjà montré qu'il aime bien Carrie et qu'il n'est pas prêt à la tuer. Si le garde n'a pas le courage de prendre une décision aussi importante que de permettre à Carrie de s'échapper complètement, il est néanmoins susceptible de l'aider en respectant l'esprit de la compétition. En choisissant le jeu de cache-cache pour ce tour, le maître du jeu cherche à recréer le jeu le plus excitant de l'enfance. Ce frisson
son émerge le plus fortement lorsque les concurrents sortent des sentiers battus et font preuve de créativité ou vont dans leur cachette. Ici, Carrie peut suivre le garde pendant qu'il patrouille dans la maison, puis l'approcher en lui demandant de lui donner son costume. Il pourra lui donner la capuche et le masque sans culpabilité, parce que cette ruse créative et le fait que Carrie se cache à la vue de tous sont les résultats les plus divertissants pour un jeu de cache-cache, ce qui impressionnera son patron. Le garde pourrait alors sortir par cette fenêtre ouverte et rester dehors jusqu'à la fin de ce tour. Se faire passer pour un garde est une bien meilleure cachette que n'importe quel endroit dans cette maison, ce qui permet de s'assurer que quelqu'un d'autre sera repéré avant Carrie et qu'elle tiendra au moins un tour de plus. De retour au dortoir, Stephen remercie le vieil homme de leur avoir sauvé la vie lors de la dernière partie. Mais Walter a peur. Il demande ce qui va se passer quand ils seront les derniers joueurs en vie, et l'homme lui fait comprendre qu'ils devront probablement se battre jusqu'à la mort. C'est une nouvelle troublante, et le vieil homme sait que son seul espoir est que le renard accepte de l'aider. Dans une autre partie de la pièce, AJ tente de réconforter Carrie, et il lui rappelle qu'il pourrait trouver d'autres occasions de s'échapper dans les parties suivantes. Mais elle est terrifiée. Elle peut mourir à tout moment, et elle s'en va en pleurant. Agacé, Stephen lui dit d'arrêter de se plaindre et la femme le confronte furieusement. Il ne se sent pas coupable de tuer des gens, mais l'homme lui rappelle que c'est un jeu de mort. Une seule personne peut quitter cet endroit en vie, et il est déterminé à être ce gagnant. Plus tard, les joueurs sont escortés à l'extérieur pour participer au jeu suivant, et ils envisagent de profiter de l'occasion pour attaquer les gardes. Ils pourraient en fait être en mesure de s'échapper, mais Stephen ici présent menace de les attaquer s'ils essaient. Choquée, la femme lui demande pourquoi il ferait ça, et il lui répond qu'il veut gagner le tournoi juste pour pouvoir les battre. C'est alors que le maître du jeu leur présente le 6e jeu, et il leur explique qu'ils vont jouer à la spiroball. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est de frapper une balle qui s'enroulera autour du poteau, mais il y a un piège. Ils auront 3 matchs à 1 contre 1, et les perdants s'affronteront au dernier tour pour déterminer qui vivra. Sur ce, le renard prend une boule de fléau, et les concurrents réalisent qu'ils devront littéralement se déchirer les mains pour pouvoir concourir. Le vieil homme et AJ sont les premières victimes choisies pour jouer, mais le jeune homme est furieux. Il sait que Walter a menti sur le fait d'avoir poussé Maxine hors du placard, et il tente de se défendre quand soudain l'autre joueur frappe la boule en le prenant par surprise. Les autres les encouragent alors qu'il frappe la boule autour du poteau, mais finalement, le vieux est trop lent et il perd le premier match. AJ est donc le vainqueur, et les 2 joueurs suivants sont sur le point de jouer. Mais dès que Stephen se met en position, il confirme que le vieil homme a tué Maxine. Il a détruit toute chance que les autres lui fassent confiance. Mais Carrie remarque alors quelque chose de bizarre. AJ secoue la tête, montrant sa main ensanglantée, et la femme comprend que c'est un avertissement. Son adversaire frappe la boule aussi fort qu'il peut, et elle vole autour du poteau. Mais la femme refuse de la bloquer pendant tout le match. Elle reste en retrait et le laisse la battre. On dirait que Carrie a abandonné, mais elle explique alors sa stratégie. En perdant comme ça, elle aura un avantage en jouant contre le vieil homme au prochain tour. Et maintenant, elle est assurée de le battre. Jax Pro félicite la fille pour son idée géniale, et les perdants s'avancent pour le match final. Déterminée à gagner, Carrie frappe la boule aussi fort que possible, et le vieil homme ne peut pas rivaliser. Elle le bat facilement en quelques secondes, faisant d'elle la gagnante. Walter supplie les gardes d'épargner sa vie, mais c'est inutile. Il reçoit une balle dans l'estomac et tombe au sol, agonisant. Saisissant l'occasion, le renard commence à le frapper, et Walter tente de l'arrêter. Il parvient à enlever le masque du bourreau, révélant son vrai visage au joueur avant que le meurtrier ne prenne sa masse. Walter lui rappelle qu'ils avaient un accord, mais le renard s'en moque et les autres sont horrifiés lorsqu'il fracasse brutalement le visage de Walter. Et ça fait 11 victimes de moins, et il en reste 4. Ok, c'était brillant. En plus de se donner un avantage physique en entrant dans le round contre Walter, elle lui a aussi fait peur en lui disant ce qu'elle avait fait. Ça l'a fait paniquer et l'a distrait au point de se plaindre de la situation. Non seulement Carrie a progressé, mais Maxine a également été vengée. Ce vieil homme qui a jeté Maxine sous le bus n'a pas fait le poids face à la vivacité d'esprit de Carrie et d'AJ. Bien qu'elle ait bien fait de garder une longueur d'avance au jeu de Spiroball, Carrie aurait pu être encore plus ambitieuse et garder 2 longueurs d'avance en affaiblissant Stephen, en plus d'éliminer Walter. Au lieu de ne pas bouger pendant son round contre Stephen, elle aurait dû jouer sur sa nature compétitive et le narguer. Si le jeune homme croyait qu'elle essayait réellement de gagner contre lui, ça l'aurait poussé à tout faire pour l'écraser. Si Carrie peut l'inciter à frapper inutilement la boule à pointe ou à s'y frapper les mains avec une force excessive, l'homme aurait pu être davantage blessé par le jeu en raison de son esprit de compétition. Toute blessure de Stephen met Carrie et AJ en position de réussite pour les 2 dernières parties, parce que l'homme est clairement la plus grande menace pour remporter la victoire. La jeune femme aurait également pu prendre davantage de mesures défensives lors de ces 2 tours. Dès que le gardien a sorti la boule à pointe, elle aurait dû chercher quelque chose pour protéger sa main contre cette surface impitoyable. Elle aurait pu déchirer une partie de son pull et y envelopper ses 2 mains. Puisque le tour de Carrie a eu lieu après qu'AJ et Walter se soient déjà affrontés, ils auraient déjà été blessés par le jeu et n'auraient pas pu copier son idée. Elle est donc la seule à avoir les mains intactes pour les jeux 7 et 8. Ça peut sembler impitoyable de laisser son ami AJ hors du coup, mais seul l'un d'entre eux peut gagner, et les choses se gâtent rapidement ici. De plus, ce jeu n'était pas tout à fait équitable. Les concurrents auraient pu remarquer que le sol sur lequel ils jouaient était légèrement en pente, avec un côté plus bas par rapport à l'autre. La boucle d'attache à laquelle était accrochée la boule à pointe se trouvait sur le côté descendant de la pente. Ces 2 facteurs rendent les choses un peu plus faciles pour
le concurrent qui se trouve du côté de la montée, parce que son adversaire va devoir frapper la boule contre les principes de la gravité. En voyant ça, Carrie aurait dû prendre sa place du meilleur côté au début de ses tours, pour se donner la meilleure chance de battre ses adversaires. Les joueurs retournent au dortoir et les coéquipiers discutent de ce qui va se passer lors du prochain jeu. Ils savent tous les deux qu'il est impossible que tout le monde s'en sorte vivant, et Carrie souligne qu'ils devront probablement se battre entre eux. Quoi qu'il arrive, ils vont perdre un ami, et les joueurs passent le reste de la pause terrifiés par ce qui va se passer. Cette nuit-là, les concurrents sont attachés à des chaises et des fils électriques sont fixés sur leur tête. En entrant dans la pièce, les gardes enlèvent leurs bandeaux et Jax Pro leur présente leur prochaine partie, le jeu du pendu. Chaque concurrent devra deviner à tour de rôle les lettres d'une phrase qui apparaîtra à l'écran. Mais pour chaque lettre erronée, il recevra un choc électrique qui deviendra de plus en plus dangereux au fil du temps. Et s'il parvient à trouver la phrase, il sera détaché de la chaise. Le jeu se terminera quand quelqu'un s'arrêtera de respirer. Ils ont 2 secondes pour faire une proposition. Et avec ça, le défi commence, affichant une phrase de 4 mots à l'écran. Stephen est le premier à répondre, mais il ne réagit pas à temps et reçoit une petite secousse. Ensuite, Carrie répond T et révèle qu'il apparaît 3 fois. Quand AJ répond L, elle apparaît dans le deuxième mot. Et Stephen essaie la lettre F, mais c'est faux. Le renard augmente la tension et le choque douloureusement. Les 2 autres joueurs commencent à deviner les voyelles, passent en revue un plus grand nombre de mots et passent ensuite à l'énonciation des consonnes. Mais ils commencent à se tromper davantage. Les chocs électriques de chaque joueur sont devenus si intenses que Stephen peut à peine se concentrer, et il est trop lent pour répondre. Le garde est sur le point d'ordonner au renard de le choquer en guise de punition, mais le bourreau se rend compte qu'il est sur le point de trouver la phrase. En regardant l'écran, Stephen lui dit que la phrase est Maxine a perdu les Octogames, et il découvre qu'il avait raison. Stephen peut alors passer au dernier jeu, et le garde le détache de la chaise, faisant de lui la première personne à être libérée. C'est alors que la phrase suivante apparaît à l'écran, et Carrie est terrifiée à l'idée de mourir. Mais AJ rassure sa coéquipière en lui disant qu'il n'y a pas d'autre échappatoire pour sortir du jeu. En premier lieu, la femme devine A et découvre qu'il apparaît 2 fois dans la phrase. Mais lorsque c'est au tour d'AJ de deviner, il reste silencieux. Le renard le choque et la femme devine une lettre. Mais lorsque le tour revient à son coéquipier, il continue à garder le silence. Elle comprend qu'il la laisse gagner et refuse de faire un bruit, même lorsqu'il est finalement électrocuté. Carrie a gagné au prix de la vie de son ami. Et maintenant, elle va passer à l'épreuve finale. Ça fait 12 victimes de moins et il en reste 3. Ce soir-là, les joueurs retournent au dortoir et Stephen s'approche de la femme en lui souhaitant bonne chance. Mais elle en a assez, car il lui dit qu'il ne mérite pas de gagner après avoir triché pendant tout le tournoi, et elle lui donne une gifle. Agissant rapidement, l'homme l'attrape soudainement et lui fait remarquer qu'avoir du sang-froid est le seul moyen de gagner dans un jeu de mort. En la repoussant, il lui promet qu'elle mourra demain, tandis que la femme fond en larmes. Ok, jouer la gentillesse ici était une énorme erreur. Et en perdant de vue la nature tranchante des jeux, AJ a payé le prix ultime et a laissé Carrie dans une situation presque désespérée. Ce qu'ils auraient dû faire dans le jeu du pendu, c'est frapper sans vergogne Stephen pendant qu'il était affaibli. En regardant la nature du jeu, deviner les lettres des mots correctement pour éviter les chocs électriques est un avantage. Mais la seule façon de gagner, c'est de trouver la phrase entière. Ça signifie que Stephen pourrait soudainement résoudre la phrase et gagner le tour, même après avoir manqué plusieurs lettres. Ce qui est exactement ce qui s'est passé. En fait, Carrie et AJ, en devinant autant de lettres correctes sans résoudre la phrase, ont seulement aidé leur rival en lui donnant plus d'informations. Pendant les tours de Stephen, Carrie et AJ n'auraient pas dû lui laisser un moment de silence pour pouvoir rassembler ses idées comme ça. Seules les propositions de Stephen comptent pendant son tour, et les 2 autres auraient dû crier constamment des lettres et des phrases sans intérêt. De la même manière, crier des nombres aléatoires distrairait n'importe qui essayant de tenir des comptes. Ce vacarme ferait perdre à Stephen le souvenir des lettres qui ont déjà été appelées et des phrases qui pourraient être pertinentes pour l'énigme. Si j'étais à la place de Carrie, j'irais même un peu plus loin. Puisque nous sommes tous assis en rang et que je suis juste à côté de Stephen, sa chaise est à ma portée. Chaque fois que le renard me choque, j'exagérerais les spasmes de mon corps. Le but ici serait de bouger mes jambes d'un côté à l'autre de ma chaise au point de pousser la chaise de Stephen vers la gauche à chaque fois et de la désaligner au point qu'il ne puisse plus voir l'écran clairement. Ça le désavantagerait énormément. Et s'il s'arrêtait pour s'en plaindre, ça ne ferait que lui faire perdre un temps précieux pendant son tour et le mettre encore plus en retard. Pour se mettre en position de gagner la partie finale, Carrie aurait dû user des méthodes déloyales de Stephen et s'abaisser aussi bas qu'il est prêt à le faire lui. Puisque le tournoi est sur le point de se terminer, elle a toutes les raisons de faire tout ce qui pourrait lui donner un avantage, comme demander de l'aide aux gardes. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais tout à l'heure, Carrie et les autres se sont méfiés de l'identité de la nouvelle gardienne. Il était clair qu'elle était une remplaçante, et si la joueuse l'avait approchée pour essayer de conclure un marché, il y aurait eu une chance que Carrie comprenne qu'il s'agissait de Ruth. Ensuite, en retournant au dortoir, elle aurait pu signaler à Ruth qu'elle était prête à travailler avec elle pour s'assurer que Stephen meurt dans la dernière épreuve. Si elle rappelle à Ruth comment Stephen l'a envoyée à la mort pendant le jeu des chaises musicales, la femme pourrait être prête à lui dire quel sera le jeu final ou comment elle peut le gagner. Le garde masculin a également épargné Carrie pendant le jeu du cache-cache et a montré son impatience à voir Stephen perdre pendant le jeu du pendu. Si elle l'approche pendant qu'il fait du rangement dans le dortoir et lui dit simplement « aide-moi », il pourrait devenir un autre allié qu'elle aura dans sa poche pour le prochain tour. Selon la nature du jeu, avoir un ou deux gardes de son côté pour éventuellement faire pencher la balance en sa faveur peut faire la différence entre la vie et la mort pour Carrie. Le lendemain matin, les joueurs sont emmenés dans les bois et le maître du jeu leur rappelle que le gagnant de ce défi héritera de sa chaîne YouTube.
Les images des Octogames seront téléchargées pour que ses fans puissent regarder les tournois. Mais il se cachera et la police ne le retrouvera jamais. Sur ce, Jax Pro révèle qu'ils vont jouer à Capture le drapeau où ils devront tenir le drapeau pendant 3 secondes. Et s'ils réussissent, ils gagneront. Mais il y a un hic. Si un joueur assomme ou tue son adversaire, il sera éliminé. Et le seul conseil qu'il a à leur donner est de jouer intelligemment. À 5, les joueurs sprintent vers le drapeau aussi vite qu'ils le peuvent et parviennent à l'attraper en même temps. Ils sont tous les deux déterminés à gagner. Mais l'homme est trop fort et il repousse la jeune femme. Carrie tombe par terre, horrifiée à l'idée qu'elle va mourir. Mais elle remarque alors un drapeau noir au loin. Elle réalise que le drapeau rouge était une ruse et elle court rapidement vers les bois, au moment où l'homme comprend qu'il a fait une énorme erreur. Carrie attrape le vrai drapeau planté dans le sol et se retourne pour voir son adversaire se faire tuer. Elle est la seule joueuse encore en vie. Et un des gardes se précipite soudainement vers elle et l'endort, alors que Jax Pro la félicite d'avoir gagné les Octogames. Ça fait 13 victimes et Carrie est la gagnante. Plus tard, la blessée se réveille dans une maison et elle n'a aucune idée de comment elle est arrivée là. Mais c'est alors qu'elle aperçoit quelque chose sur la table. C'est le masque de Jax Pro à côté d'une note avec les identifiants de connexion de tout son empire YouTube. Il a tenu sa promesse, mais soudain, Carrie entend quelqu'un descendre les escaliers. C'est l'un des gardes, et il explique que les images du tournoi ont été diffusées et que la police a commencé à enquêter sur les meurtres des joueurs. Il lui tend un téléphone et lui assure qu'elle est en sécurité. Puis, il s'en va. Mais avant qu'il ne puisse partir, elle lui demande d'enlever son masque. Il accède à sa demande et révèle son visage. Puis souhaite à Carrie bonne chance pour l'avenir. Elle n'a aucune idée de qui il est. Et l'homme en profite pour sortir de la maison, la laissant seule pour qu'elle puisse appeler les secours. 3 mois plus tard, Carrie a rencontré le succès avec sa nouvelle célébrité en tant que gagnante des Octogames. Elle discute avec son ami quand il lui demande si elle a regardé la vidéo qu'il lui a envoyée. En la regardant, la femme voit Jax Pro faire un vlog avec Ruth et ils sortent ensemble. Elle est horrifiée qu'il soit encore en liberté, mais elle a appris une leçon importante. Parfois, laisser ses amis mourir, ça en vaut la peine. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu The Octogames? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!